Le 19 mars 2023, Credit Suisse a disparu. Une banque de presque 200 ans rachetée par UBS. Et moi, j'ai travaillé dans l'équipe de stratégie sur la fusion des deux banques. Aujourd'hui, je veux faire le bilan, quelques années après, pour voir ce qui s'est passé concrètement et pour voir si les banques ont vraiment trouvé des synergies aujourd'hui. Abonnez-vous et on y va. D'abord, il faut comprendre que Credit Suisse n'est pas morte dans juste un week-end. Elle se mourait depuis des années. Et le symptôme le plus clair, c'était en 2021 avec l'affaire Archegos. Archegos, c'est un fonds américain qui s'effondre et plusieurs grandes banques étaient exposées aux mêmes clients. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank et bien sûr Credit Suisse. Goldman s'en sort presque sans dégâts, mais Credit Suisse perd plus de 5 milliards de dollars. Même type de risque, mais les résultats étaient très différents. Et la raison, c'était que les équipes de risque de Credit Suisse avaient déjà vu le danger et les équipes voulaient plus de garanties. Mais le problème, c'était qu'en interne, les commerciaux ont dit non parce que Archegos rapportait beaucoup trop d'argent pour mettre plus de barrières. Donc le risque n'a pas été raté, il a été vu, mais ça a été ignoré parce que c'était quand même rentable. Et ce n'est pas alors un problème technique, c'était plus un problème de culture. Parce qu'une banque ne vend rien d'autre que la confiance. La confiance pour leurs clients, la confiance même pour les gens qui travaillent dans la banque. Et dès que les clients commencent à douter, c'est très dangereux pour la banque et ça va encore plus vite que les chiffres. Et c'est ce qui arrive fin 2022. Avant, dans le passé, une crise bancaire, c'était les files d'attente hyper longues devant les guichets parce que des gens ils voulaient sortir leur argent. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Parce que les gros clients peuvent déplacer des centaines de millions, des milliards de francs en quelques clics sans quitter leur bureau, sans même aller à la banque. Et au dernier trimestre de 2022, plus de 110 milliards de francs sortent de la banque, sortent de Credit Suisse. En quelques mois, juste en quelques mois, 110 milliards. Et il y a un point que beaucoup de gens ne réalisent pas. Parce qu'une banque n'a pas besoin d'être en faillite pour tomber. Votre argent n'est pas juste dans un coffre. Il est prêté et investi. Donc quand la confiance part, la banque peut tomber bien avant d'avoir un problème dans ses comptes. Et ce qui s'est passé à Credit Suisse. Ensuite, on arrive au week-end du 18 mars 2023. Les marchés ferment le vendredi, ils ouvrent le lundi et les autorités en Suisse savent qu'ils ont très peu de temps. Parce que le problème n'est plus seulement Credit Suisse, c'est systématique. Et ce n'est pas juste pour la Suisse parce qu'une faillite mal gérée de la banque pouvait même déclencher une crise mondiale. Et là, je veux corriger une idée qu'on entend trop souvent. On dit que personne ne savait si UBS faisait une bonne affaire ou pas. Ça, c'est assez faux. Parce que je trouve à le prix qu'ils ont acheté, avec les garanties de l'État derrière, le potentiel était assez évident. Et la vraie incertitude, ce n'était pas sur le prix lui-même, c'était plus sur l'exécution du deal, l'exécution des synergies. Et c'est ça que j'ai pu voir un peu de l'intérieur. Parce que la vraie question, c'est ça, c'est en interne, ce n'est pas de savoir si c'est un bon achat, si c'est un bon prix. C'était plutôt qu'est-ce qu'on fait avec les centaines de milliers de clients de Credit Suisse. On garde lesquels? Comment on va migrer les clients? Quel système est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Quel bâtiment est-ce qu'ils vont garder? Toutes ces choses étaient des questions que les gens se posaient. Et voilà, c'est comment fusionner deux systèmes informatiques qui ne parlaient pas au début. Et comment est-ce qu'on va gérer des milliers de postes en double et deux cultures complètement différentes sans faire fuir les meilleurs talents et les meilleurs clients aussi. Et sur le papier, une fusion a l'air simple. Deux banques, tu les mets ensemble, c'est tout. Mais de l'intérieur, c'est des milliers de décisions prises par des centaines de personnes avec des présentations pour chaque petite décision, chacune avec un risque, sous la pression de clients qui pouvaient partir du jour au lendemain. Donc, il y avait pas mal de pression dans la banque pendant cette période et même beaucoup d'incertitudes aussi de comment tout ça allait se passer. Le potentiel était clair, mais le transformer en réalité sans tout casser, c'était beaucoup plus difficile. Et là, après pas mal de temps, on a pu voir un peu les résultats. Mais juste après l'annonce de 2023, il y a eu un deuxième choc que les médias ont presque raté parce qu'ils parlaient surtout que du prix de 3 milliards. Les professionnels, eux, regardaient plutôt les obligations AT1. Normalement, dans une crise, l'ordre est clair. Les actionnaires encaissent les pertes en premier et les déteneurs d'obligations sont mieux protégés. Là, c'était l'inverse. Environ 16 milliards de francs d'obligations AT1 sont réduits à zéro, alors que les actionnaires touchent encore quelque chose. Et ça a choqué le monde entier
de la finance. Et des milliers d'investisseurs ont attaqué en justice en Suisse et en 2025, la justice suisse a estimé qu'il y avait de vraies questions sur la base légale de cet effacement. Les procédures continuent encore aujourd'hui, donc je n'ai pas le résultat, mais la leçon qu'on apprend, c'est quand même que dans une crise grave, les règles que vous pensez sont assez fixes peuvent s'inverser très rapidement. Maintenant, faisons le bilan. Financièrement, pour UBS, c'est sûr que l'achat, c'était une réussite. Et une réussite que peu de gens prévoyaient. L'action de UBS était autour de 20 francs au moment du rachat et elle a pris plus de 50% depuis. Et les résultats expliquent pourquoi. Au premier trimestre de 2026, UBS publie 3 milliards de dollars de bénéfices nets en hausse de 80% sur un an. La banque est revenue dans le vert positif dès 2024 et elle a relancé ses dividendes et ses rachats d'actions assez rapidement et elle a beaucoup réduit ses coûts. Ils ont réussi à économiser presque 12 milliards de dollars sur leur objectif d'à peu près 13 milliards et demi d'ici fin 2026. Et l'obstacle qui faisait le plus peur, l'intégration, a été franchi. En mars 2026, UBS annonce d'avoir fini de migrer tous les anciens clients de Credit Suisse. Moi, j'étais inclus dans ça aussi. C'était environ 1,2 million de comptes avec une rétention beaucoup mieux que prévu. Et pour moi, c'est ça la vraie réussite. Pas le prix d'achat, mais avoir absorbé une banque de cette taille sans faire fuir les clients. Et avec cette migration de compte, Credit Suisse disparaît pour de bon. Malheureusement, on peut dire, mais moi je vois aussi les applications sur mon téléphone de Credit Suisse ne fonctionnent plus. Si on appelle la banque, ça ne fonctionne plus. Il faut commencer à utiliser UBS, l'application de UBS, les numéros de téléphone d'UBS. Tout maintenant est parti sur UBS. Et l'entité juridique de Credit Suisse a même déjà été effacée du registre en 2024. Les comptes sont tous devenus des comptes UBS. Les enseignes changent et une marque de presque 170 ans est maintenant effacée. Pour beaucoup de gens ici, voir ce nom disparaître, ça fait quelque chose même d'émotionnel. Moi, je me souviens que Credit Suisse était tellement présent dans les médias en Suisse, dans tout. Même Roger Federer, sa marque était tellement liée à la marque de Credit Suisse. Moi, je me souviens chaque fois qu'on arrivait à l'aéroport de Genève ou de Zurich, on voyait Roger Federer à côté du logo Credit Suisse. Tout ça n'existe plus malheureusement. Mais c'est quand même quelque chose qui a bien changé tout le monde financier. Et on peut dire maintenant que c'était une réussite pour UBS, mais il faut quand même considérer que cette réussite a une facture. Ça vient avec un coût. D'abord humaine, parce que la fusion a fait monter les effectifs à près de 120 000 personnes et depuis environ 15 000 postes ont été supprimés. Chaque poste, c'est un humain qui perd son travail. Et ça, ce n'est pas tout. Derrière chaque milliard d'économies, il y a bien sûr plus d'emplois, encore plus d'emplois et beaucoup de ces emplois aussi en Suisse. Donc, humainement, ça a pas mal d'impact quand même. Donc oui, pour l'actionnaire d'UBS, c'était une réussite. Pour l'employé de Credit Suisse qui a perdu son travail ou qui n'a pas pu voir tellement de progression, ce n'était pas forcément une réussite. Et il y a encore une facture plus large que ça qui nous concerne tous en Suisse. Avant 2023, la Suisse avait 2 banques systémiques. Aujourd'hui, elle n'a plus qu'une banque, mais elle est quand même énorme. Avant, par exemple, si UBS n'ouvrait pas un compte pour vous, pour leurs raisons qu'elles ne vont pas forcément partager, on pouvait aller chez Credit Suisse et peut-être Credit Suisse allait ouvrir un compte pour vous. Et maintenant, on n'a plus de ce choix. On n'a plus 2 grandes banques pour nous donner plus de choix en tant que client. Aujourd'hui, il n'y a qu'une grande banque en Suisse qui est bien sûr énorme et son bilan pèse environ 1,5 fois 1,5 le PIB du pays de la Suisse entière. Une seule banque plus grande que toute l'économie suisse. En termes d'employés d'UBS, ils ont plus d'employés que toute Lausanne. C'est énorme. Si UBS tombe un jour, ce n'est plus juste un problème d'actionnaire ou d'employés. C'est un problème pour chaque contribuable, pour chaque résident suisse, même pour tout le monde qui a de l'argent en Suisse, c'est un problème. Et l'enjeu du débat actuel, c'est le too big to fail, quelque chose qu'on avait vu en 2008. Là, ça n'existe pas trop. La Suisse, le Conseil fédéral veut nous protéger. Le Conseil fédéral veut forcer UBS à détenir beaucoup plus de capital, environ 22 milliards de dollars de plus, en plus, pour que la prochaine fois qu'il y a un problème, ce soit plutôt l'actionnaire qui va payer et pas l'État. L'État ne veut pas venir pour sauver chaque entreprise qui fait faillite en Suisse
C'est très cher pour l'État et c'est très cher pour nous les Suisses. Mais UBS a répondu que ces règles sont extrêmes et qu'elles vont la pénaliser face à les concurrents étrangers. Personnellement, je pense que les deux ont en partie raison et c'est assez difficile comme sujet quand on voit juste une banque qui est la plus grande banque du pays et gagne encore plus d'argent que tout le pays entier. C'est beaucoup de responsabilités pour l'État et aussi pour la banque parce que la banque doit faire mieux, elle doit faire mieux que ses concurrents et elle peut juste faire mieux que ses concurrents si elle va jouer dans le même environnement. Mais la Suisse doit se protéger et donc elle doit créer une banque un peu plus stable. Et avec plus de stabilité, elle peut moins bien jouer le jeu contre les différentes banques, si tout ça fait du sens. Pour moi, la vraie leçon de tout ça, c'est qu'on n'a pas vraiment supprimé le risque Crédit Suisse. On a concentré dans une seule banque, encore plus grosse. Le danger n'a pas vraiment disparu, il a juste changé d'adresse et maintenant, c'est à voir à quel point UBS, qui a maintenant pu migrer tous les comptes, à quel point UBS arrive à bien gérer ce risque et transformer cette culture et gagner la confiance qui a été perdue par Crédit Suisse pour ses clients. Donc voilà le bilan, 3 ans après, un sauvetage qui a sauvé le système, qui a récompensé UBS et ses actionnaires. Moi aussi, je suis actionnaire d'UBS, mais qui est quand même venu avec un coût, surtout pour les employés de Crédit Suisse et surtout les 15 000 personnes qui ont perdu leur travail. Tout ça qui a laissé la Suisse avec une banque géante, quasi monopolistique, sans doute trop grosse pour qu'on la laisse tomber, qui nous met peut-être dans une situation un peu plus dangereuse. 2 choses à retenir en tant qu'investisseur. La première, quand une institution accumule des scandales, surveillez les sorties d'argent des clients si vous pouvez, autant que les chiffres officiels. La deuxième chose, si vous détenez des obligations bancaires, vérifiez où vous vous situez dans la hiérarchie. Et je suis assez curieux aussi de savoir votre avis. Est-ce que vous pensez que la Suisse est maintenant plus solide ou plus fragile avec une seule très grande banque au lieu de 2 comme on l'avait avant? Dites-le moi en commentaire et quelles sont aussi les solutions à ce problème d'une banque assez monopolistique. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, abonnez-vous. C'est ce que je fais ici. Je vous explique la finance en Suisse et je vais vous laisser 2 vidéos ici pour que vous puissiez regarder d'autres vidéos, d'autres sujets qui pourraient potentiellement vous intéresser. Sinon, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo financière.